Allez, on y go. Donc, un article de Gabriel Thierry, voilà, attendez, sur 5 minutes, et oui, et ça date du 25 février 2022, fin de journée, donc on va dire que ça a max 5 jours, quoi. Donc, bon, vu comment ça avance vite et vu comment actuellement c'est l'effervescence au niveau des informations, c'est méga loin, mais je trouve que ça revient un peu sur le tout début des opérations finalement. Donc voilà, moi j'aimais bien. Alors c'est parti. Donc, guerre en Ukraine, comment les faux grossiers de la propagande russe ont été révélés. La tromperie en temps de guerre semble être un peu plus difficile. Effectivement. Les spécialistes de la recherche en sources ouvertes ont traqué les mensonges des sympathisants du Kremlin sans toutefois pouvoir arrêter l'escalade militaire. Vous les avez sans doute vus sur les réseaux sociaux. Les jours précédant l'invasion militaire russe en Ukraine, une série de vidéos et de photos ont été diffusées montrant de prétendues attaques ukrainiennes ou des dégâts touchant le camp pro-russe. Autant de documents tombant à pic pour justifier l'opération militaire du Kremlin. Oui, et moi j'ai pas vu les vidéos en elles-mêmes, mais c'était sur Twitter que j'ai vu passer ça. Mais pas sur les autres réseaux, vous me direz. J'ai pas vu ça sur les autres réseaux, mais sur les autres osios, sur les autres réseaux, mais sur Twitter, ça en avait parlé. Après, je savais pas s'il fallait prendre ça au sérieux ou quoi. Enfin, en vrai, je faisais pas trop gaffe. J'étais en mode un peu, waouh, au pire, il va rien se passer, nanana. Que nenni, noble seigneur, ça a été la merde après. Ce type de manœuvre destinée à tromper l'adversaire est vieille comme la guerre. Mais là où il a fallu 5 ans en 1969 pour débunker par exemple le second incident du golfe du Tonkin, prélude à l'escalade américaine dans le conflit vietnamien, il n'a fallu que quelques heures pour démontrer qu'il s'agissait de faux grossiers. Et cela grâce à l'importante mobilisation des spécialistes de l'investigation en source ouverte. Ouais, et le second incident du golfe du Tonkin, du coup, c'était apparemment guerre du Vietnam. Et apparemment, les Américains avaient déclaré que, que des bateaux américains avaient été attaqués au large du Vietnam du Nord, du coup, ce qui avait servi de prétexte pour aller faire une intervention militaire là-bas. Donc voilà, donc ça serait effectivement, vaut mieux se mettre dans la position de l'agressé pour pouvoir ensuite agresser à son tour, quoi. C'est toujours plus justifiable, quoi, on va dire. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour démontrer très rapidement que c'était des faux, ces vidéos? Les métadonnées au cœur des enquêtes en ligne. Mais comment font ces enquêteurs numériques pour travailler aussi vite? C'est parce que l'image, support privilégié de la propagande, a un talon d'Achille. Quand vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo, une série d'informations vont être enregistrées dans le fichier. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Pour les photos, elles sont stockées dans le bloc EXIF, oh putain, pardon pour l'accent anglais, Exchangeable Image File Format. On y retrouve une flopée d'informations sur la prise de vue, l'appareil utilisé et, plus intéressant, quand l'image a été prise et parfois les coordonnées GPS de la capture, comme le rappelle Predictalab, une société de sécurité numérique fondée par le hacker Baptiste Robert. C'est ce type d'informations indiscrètes qu'on peut extraire avec divers outils en ligne qui a été par exemple à l'origine de l'arrestation de John McAfee, le fondateur des logiciels de sécurité du même nom, alors en cavale. Et ça, John McAfee, je sais pas si vous devez connaître, c'est genre c'était du logiciel de sécurité et en gros, c'est une histoire qui est abracadabranquesque. Genre le gars était dans je sais plus quel pays, Amérique du Sud si je dis pas de bêtises. Et en gros, on a retrouvé le cadavre d'un ressortissant américain dans la maison d'à côté, et c'était lui qui était suspecté, et il s'est enfui et tout, machin. Bref, et en fait, il y a des journalistes qui essaient de couvrir sa cavale, et le mec a posté une photo, genre sur un réseau, et je sais pas quoi, et en gros, grâce aux métadonnées, ils ont réussi à savoir où est-ce qu'il se situait, et du coup, il a pu être appréhendé. Mais ouais, et d'ailleurs, il est mort récemment. En même temps, il était né en 1945, hein, donc il est mort en 2021, je sais plus quelle date exactement, mais voilà. Bon, bref. RIP.
Mais bon, une sacrée histoire, et le gars était un meurtrier, du coup, je crois, si je dis pas de bêtises. Si certains des réseaux sociaux suppriment ces métadonnées après leur chargement, ce n'est pas le cas de l'application de messagerie Telegram, ce qui a donc permis à plusieurs internautes de dévoiler récemment des opérations de propagande menées en Ukraine. Car dans certains cas, la simple mention d'une date de prise de vue suffit à démonter un argumentaire. Exemple avec l'allocution de Denis Pouchiline le 18 février dernier. Le chef de la République populaire de Donetsk, cet État sécessionniste pro-russe de l'Est de l'Ukraine créé en 2014, c'est au niveau du Donbass, je crois, hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais ouais, c'était dans tout l'Est de l'Ukraine, c'était une partie apparemment très russophone, machin, enfin bref, et indépendantiste. Et du coup, voilà, chef de la République populaire de Donetsk, annonce l'évacuation des enfants, des femmes et des personnes âgées. Une décision prise dans l'urgence est nécessaire, justifie-t-il en substance, après une augmentation des tensions avec les militaires ukrainiens. L'évacuation, avec son lot d'images d'enfants touchantes, vient appuyer le discours guerrier du Kremlin. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Comme relevé par le média spécialiste de l'investigation en source ouverte Bellingcat, la vidéo a été créée 2 jours avant sa diffusion, alors qu'elle était censée avoir été enregistrée le jour même, ce qui contredit le storytelling d'une improbable offensive imminente ukrainienne. Donc, premier grain de sable dans la machinerie. Ce même 18 février, le service de presse de la République séparatiste du Donetsk diffuse une vidéo montrant une soi-disant attaque de réservoir par des soldats parlant polonais. Si aucune date n'est précisée, les faits sont présentés comme très récents. Or, comme le relève sur Twitter Old Lentash, la vidéo a été créée 10 jours plus tôt, le 8 février. C'est déjà un indice suffisant pour permettre de conclure qu'il y a anguille sous roche. Ou baleine sous gravillon, si on aime bien ce genre d'expression. Bon, là, ils mettent des extraits de tweets, mais c'est en cyrillique, je ne comprends R. Voilà, et c'était sur Twitter. Mais il y a encore plus intéressant, les métadonnées montrent également que les images ont été mixées avec un fichier son. Il s'agit vraisemblablement de la bande-son d'une autre vidéo YouTube totalement étrangère au conflit, une insertion disséquée par plusieurs internautes. En résumé, ce n'est pas une vidéo authentique. Donc déjà, ça fait 2 vidéos qui ont été très rapidement débunkées, si on peut dire. Si on peut dire. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à rajouter, hein. Des blindés ukrainiens qui auraient violé la frontière. Identifier le lieu de tournage des images est également instructif pour savoir si le document présenté est bien ce qu'il paraît être. Ouais, donc ne pas juste se satisfaire de la date trouvée dans les métadonnées, il faut aussi aller faire de la vérification sur le terrain et juste voir si ça correspond au niveau de la topographie, tout ça. Exemple avec cette information du FSB, le service de sécurité fédéral russe, le 21 février, à propos de 2 véhicules blindés ukrainiens qui auraient violé la frontière près de Rostov. On dit Rostov ou Rostov? Je crois qu'on dit le V se prononce F, non? Bon, on va dire Rostov. La diffusion de ces images avait suscité l'ironie. Si vous allez vous faufiler en Russie pour effectuer un sabotage, vous enfilez bien sûr votre casque caméra, s'étonnait ainsi cet internaute. Et oui, c'est étonnant. Quand on veut faire des missions, c'est connu que les militaires qui vont faire des attaques un peu secrètes mettent des casques comme ça. S'ils sont morts, et ben on peut voir déjà, on peut entendre comment ils parlent, etc. Et puis on peut voir d'où ils sont partis, etc. Très intelligent. Une autre allégation du FSB, rapportée par l'agence de presse publique TASS, fait état d'un poste frontière de la même région détruit par un obus d'artillerie ukrainien. Là aussi, la vidéo va intriguer les internautes. Le poste frontière ressemble à une cabane perdue dans les bois. Et il y a bien quelque chose qui cloche, selon 2 spécialistes de la recherche en source ouverte. J'ai réussi avec ma télé, youhou. Ouais, bravo. Tu vas pouvoir voir les articles en grand. Il y a bien quelque chose qui cloche. Selon 2 spécialistes de la recherche en source ouverte, voir ici, bon bref les liens, ces 2 vidéos ont été tournées à la frontière entre la République populaire de Donetsk et la Russie, soit donc pas à proximité d'une zone contrôlée par les forces ukrainiennes, ce qui est plutôt étonnant pour une escarmouche aussi risquée. Bah tu m'étonnes, comment ils auraient réussi à passer tout le territoire pro-russe sans se faire remarquer? Et en plus de ça, il faudrait qu'ils soient repartis dans l'autre sens après avoir attaqué. Enfin, c'était un peu mission kamikaze. Donc on peut tout à fait douter de la véracité de cette attaque.
Même sans données de géolocalisation disponibles, l'orientation dans l'espace donne aussi des résultats. Ainsi, à propos de cette frappe ayant touché une crèche à Louhansk, bon, on va dire désolé, hein, vraiment, j'ai pas la prononciation pour tous ces noms. Donc on va faire bien à la française. Louhansk, attribué d'abord à un tir ukrainien. En observant le positionnement du bâtiment avec d'autres images, on peut voir quel est le mur touché. Un autre cratère présent à proximité permet d'affiner l'angle approximatif de l'origine des tirs. Un feu venu du sud et donc en provenance des lignes séparatistes pro-russes. Et bon, encore une fois dans la sauce. La bonne nouvelle, c'est que la tromperie en temps de guerre semble être un peu plus difficile. Cette vidéo a été diffusée il y a environ 1 heure. Il nous a fallu encore moins de temps pour la débunker, observait ainsi Elliot Higgins, le fondateur de Bellingcat, à propos de l'affaire de Rostov mentionnée plus haut. Je m'attendais à ce qu'on me mente, mais je ne m'attendais pas à ce que tous ces mensonges soient si manifestement stupides. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces débunkages n'ont pas suffi à eux seuls pour éviter la guerre. Donc voilà. La tasse. Ah, pardon. Tu veux dire, il faut que je me lève pour aller la chercher? Bon. Oui, c'est vrai qu'on est à la fin de l'article. Bon, je vais la chercher dans 2 secondes. Donc voilà, court extrait, mais que je trouvais intéressante parce que finalement, toutes ces vidéos de propagande, enfin, en tout cas, qui justifieraient une entrée en guerre de la Russie envers l'Ukraine pour défendre la population des républiques, des républiques proclamées là, à l'est de l'Ukraine, bah, finalement, c'est vrai qu'avec Internet, on peut, avec les métadonnées, oula, c'est quoi ça? Dégage, avec les métadonnées et en plus de ça aussi avec des images, genre je sais pas moi, avec la géolocalisation, avec des images sur Google Maps par exemple, ou des images un peu satellites ou des cartes machin, on peut vite se rendre compte que aller confronter les faits, quoi, aller voir si c'est vrai. Et ça me fait penser finalement, c'est vrai que sur Internet, il y a les communautés comme ça, là, qui enquêtent, où il y avait vraiment des communautés de fans, bon, pour des trucs vachement plus légers, hein, par exemple, comment on appelle ça déjà? Pour des téléréalités, pour savoir, comme les téléréalités étaient filmées, enfin voilà, c'est filmé pendant, je sais pas moi, pendant 1 an, et après c'est diffusé. Donc les gens, il y avait des communautés de fans qui essayaient de savoir qu'est-ce qui allait se passer, et tout le jeu en fait c'était de deviner finalement, deviner les différentes. Ah, il y a un nom exprès pour ça là. Enfin bon bref, pour deviner toutes les péripéties de l'aventure quoi. Et en fait, c'est vrai qu'avec le web, tu peux croiser un nombre incroyable de données finalement pour essayer de savoir ce qui se passait. Et souvent, les gens étaient très bons à ça, hein. C'est la force des réseaux, j'imagine, de la mise en commun des connaissances. Genre, tout le monde ne sait pas tout, mais si tu additionnes les petits bouts de connaissances par petits bouts de connaissances, bah au final, tu finis par avoir un tableau assez réaliste, en tout cas, de savoir ce qui va se passer. Et du coup, euh, bah, c'est ce qui se passe avec Internet là-dessus, quoi, hein. Et c'est vrai que finalement, comparé, comme il disait dans l'article là au début avec la guerre du Vietnam, c'était 5 ans après, hein, qu'ils ont découvert que c'était du bullshit finalement, donc c'était un peu tard. Bah là, directement, genre vraiment dans les 2-3 jours, c'était démontré que c'était du fake. Et du coup, ça me fait penser là, est-ce que vous avez vu sur Netflix le documentaire Don't Fuck with Cat? Qui est vraiment un super documentaire, moi j'ai trouvé, justement pour montrer la force de la force des communautés d'enquête, on va dire. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, bref, on va les appeler comme ça. Des communautés d'enquête sur le web. Oui, je l'ai vu, excellent, hein. Vraiment, et bon, du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est genre. Tout part d'une vidéo où c'était un jeune homme qui s'était filmé, où on voit pas qui c'est, etc., qui s'était filmé en train de tuer des chats. Genre, je sais plus, je crois que enfin, de manière complètement horrible, hein. Il l'avait mis dans un sac plastique et avec l'aspirateur, il avait enlevé tout l'air. Enfin bon, bref, un truc vraiment horrible. Et il y a toute une communauté qui l'a cherché pendant longtemps. Et en vrai, c'est une histoire de ouf parce que il s'est avéré que ce mec-là,
Déjà, ils ont réussi à le suivre à la trace, et en plus, il s'est révélé que ce mec-là était un tueur, là. Je crois que c'était un Québécois, et genre, il a été arrêté à Paris, et en gros, il avait tué un de ses camarades. Ouais, je l'ai pas vu, mais le speech me donnait pas envie. Bah, moi, je te conseille juste pour le côté force des réseaux, quoi. Genre, vraiment, comment est-ce qu'ils ont réussi à mener l'enquête? Moi, je l'avais trouvé bien. Franchement, c'est super intéressant. Et moi, ça me fait penser à ça, clairement. Bon, là, pour le coup, ça a été très vite, hein, mais sur Don't Fuck With Cats, genre vraiment, c'est des gens qui ont traqué le gars pendant des années, hein. Et du coup, d'une certaine manière, ils ont participé à l'identifier, quoi. En tout cas, il avait identifié bien avant la justice que ce gars était dangereux déjà. Et en plus de ça, de savoir, de réussir à le localiser. Je crois qu'à un moment, ils avaient réussi carrément à retrouver son appart, voilà, en fonction de différentes photos. Enfin, bref, c'était. Comment il s'appelle? Céline, tu te souviens ou pas comment il s'appelle le gars là qui le pourchassait là? J'ai oublié son nom. Enfin bon, bref. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant, finalement, avec le lien du numérique. Donc voilà. Bon, je reviens vite fait. Je vais chercher la tasse pour Cody. Elle est ici. Ah, merci. Merci, ma chère communauté, d'aller d'aller fact-checker ce que je raconte. Mais ouais, mais bon, super documentaire. Et puis de toute façon, il y a plein de travaux sociologiques sur ces trucs-là, hein. Moi, j'avais pu lire un article justement ouais, sur une communauté de fans un truc de télé-réalité, et tout le but, ouais, c'était de trouver qui allait se faire éliminer, etc., etc. Et je crois que c'était américain. Je sais plus, est-ce que c'était américain? Enfin bon, bref. Et du coup, ils avaient tout un réseau d'informateurs. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait Luca Rocco, voilà, Luca Rocco Magnotta, voilà. Merci, merci Céline. Et ouais, finalement, genre, il y a même un gars qui avait un pote qui travaillait dans une entreprise où qui possédait des satellites, et il a pu utiliser les satellites pour réussir à savoir où était exactement le lieu de tournage, machin, faire des trucs de dingue, quoi. La force du collectif, n'est-ce pas? Donc bref, voici pour ce premier article.